Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, une explosion dans une mosquée chiite. La province de Qatif dans l'est d'Arabie Saoudite fait au moins 20 morts et une centaine de blessés. Le bloc du futur qualifie d'injurieux les récentes déclarations de Mohamed Raad, le chef du bloc du Hezbollah qui a récemment tenu des propos menaçants à l'encontre des responsables proches du courant du futur. Depuis Genève, le président français François Hollande appelle à la préparation d'un nouveau round de négociations pour tenter de trouver une solution politique à la crise syrienne. Et la crise des migrants continue en Asie du Sud-Est. Plus de 2000 personnes seraient encore retenues en mer. Je vous l'annonçais en titre, une explosion s'est produite ce vendredi dans une mosquée chiite dans la province du Qatif, c'est dans l'est de l'Arabie Saoudite. Un attentat suicide qui a fait au moins 20 morts et une centaine de blessés. Des sites d'information de l'est de l'Arabie ont publié des photos de corps de victimes baignant dans leur sang. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, cité par l'agence officielle SPA, a ajouté qu'une enquête avait été ouverte après l'explosion et promis de donner ultérieurement plus de détails. Les réactions se multiplient après les propos menaçants du chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohamed Raad, à l'encontre du ministre de la Justice, Ashraf Rifi, et du secrétaire général du courant du futur, Ahmad Hariri. Son camp a qualifié ce vendredi d'injurieux les récentes déclarations du responsable chiite. Lors d'une émission télévisée, Mohamed Raad a notamment accusé le ministre de la Justice d'instaurer dans son fief de Tripoli un mini-État avant de mettre en garde le secrétaire général du courant du futur. Et je cite, « Son compte viendra après, car il occupe un rang plus élevé. » Pour le bloc du courant du futur, ces propos constituent une attaque contre la paix civile et s'inscrivent dans le cadre d'une campagne régionale de radicalisation, d'extrémisme et de terrorisme orchestrée par l'Iran. Une éventuelle intervention du Hezbollah à Ersal inquiète les habitants de cette ville frontalière avec la Syrie. Selon les milieux proches du mouvement chiite, les djihadistes syriens se seraient retranchés aux alentours de la ville et il y aurait urgence d'agir. Ce que refusent catégoriquement les habitants d'Ersal qui ont une nouvelle fois dénoncé les menaces du Hezbollah. Une réunion s'est d'ailleurs tenue ce matin à Ersal en présence d'une délégation du courant du futur et de représentants des réfugiés syriens. Les participants ont indiqué qu'Ersal constituait une ligne rouge et qu'aucune partie n'avait le droit d'y mener une invasion ou de bombarder la ville et ses habitants. Pour eux, seule l'armée serait autorisée à intervenir. Le commandant en chef de l'armée, le général Jean Karouachi, s'est adressé ce vendredi à la troupe à l'occasion du 15e anniversaire de la libération du Liban Sud. Nous continuerons à lutter jusqu'à la libération du dernier pouce de notre terre nationale occupée, a déclaré le chef de l'armée. Il a par ailleurs indiqué que la troupe demeurait préoccupée par la question des militaires, otages et des djihadistes syriens et que le commandement de l'armée déployait les efforts nécessaires en vue de leur relax. Empoisonnement alimentaire dans le Akkar. 7 habitants de Hosseini, une localité située dans cette région du Liban Nord, ont été admis hier soir à l'hôpital Rahal. Ils souffraient de diarrhée, de vomissements et de fortes fièvres. Selon les autorités médicales, les victimes auraient consommé de la viande avariée. En une semaine, plus de 70 cas d'empoisonnement alimentaire ont été enregistrés dans le Akkar. 8 propriétaires de boucheries de la région ont été arrêtés et les enquêteurs cherchent à déterminer l'identité du fournisseur de viande avariée. Le président français François Hollande a appelé à la préparation d'un nouveau round de négociations pour tenter de trouver une solution politique à la crise syrienne à Genève. Il s'exprimait en marge d'un sommet européen à Riga. On l'écoute. Et une fois encore, nous appelons à ce qu'il y ait la préparation d'un nouveau Genève. Vous vous souvenez, il y a déjà eu 2 rencontres à Genève. Et nous devons faire en sorte, avec un régime qui est visiblement affaibli, et avec un Bachar el-Assad qui ne peut pas être l'avenir de la Syrie, il doit y avoir la construction d'une nouvelle Syrie qui puisse en terminer avec le régime et Bachar el-Assad sûrement, mais surtout avec les terroristes, puisqu'ils sont là et ils progressent. Donc nous devons tout faire pour qu'il y ait, dans les prochaines semaines,
une solution politique qui puisse être travaillée, préparée et trouvée. La conquête de la ville syrienne de Palmyre par les combattants djihadistes est une victoire importante pour l'organisation État islamique et une défaite cinglante pour l'armée de Bachar el-Assad. Une victoire aux implications stratégiques et territoriales importantes, même si en termes de population, elle ne change pas grand-chose. Les explications de Clovis Casali. L'organisation de l'État islamique rêve d'établir un califat dans toute la Syrie ainsi qu'en Irak. Et pour atteindre cet objectif, il faut des moyens. L'aide de riches donateurs sunnites vivant à l'étranger n'est pas suffisante. Mais les djihadistes peuvent compter sur les richesses naturelles des zones conquises. En Irak, l'organisation de l'État islamique a pris le contrôle de Sinjar et de son pétrole, ainsi que de Ramadi qui possède également du gaz. Les djihadistes occupent aussi Badji qui abrite la plus grande raffinerie du pays. De l'autre côté de la frontière, les puits de pétrole de la région de Deir ez-Zor sont aux mains de l'organisation ainsi que Palmyre, avec son gaz et son pétrole. L'exploitation des sols représente une manne financière énorme, chiffrée par les experts à au moins $1 million par jour. Des barils vendus à moitié prix et qui transitent par des pays voisins comme la Turquie. Mais les djihadistes ont aussi d'autres sources de revenus. Ils ont un territoire aussi grand que la Grande-Bretagne, avec des ressources pétrolifères, trafic de pétrole, avec des ressources agricoles, avec des gens qui travaillent. Ils ont un pays, ils ont un embryon d'État qui génère de l'argent. Et c'est ça qui fait la force, c'est qu'ils sont vraiment un électron libre. En ce qui concerne les armes, ils n'achètent pas d'armes. Ils ont de quoi se battre pendant des années, avec ce qu'ils ont pris en Syrie et en Irak pendant des années. Au-delà du pétrole et du gaz, Palmyre est surtout connue pour ses ruines vieilles de 2000 ans et classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La communauté internationale s'inquiète du sort de ces temples et colonnes romaines, car les militants islamistes ont pris l'habitude de détruire sur leur passage des trésors semblables comme ici, en Irak. Certains experts disent même que le groupe vend à l'étranger des statues et pièces inestimables pour financer ses opérations. Allez, restez des nôtres. Qui participera ce week-end à la finale de l'Eurovision? On vous en dit plus au retour de la pause. Retour sur le plateau de l'info. En France, les militants socialistes étaient appelés à voter sur la ligne de leur parti. 4 textes programmatiques leur étaient proposés afin de définir l'attitude du Parti socialiste vis-à-vis de l'exécutif d'ici à 2017. C'est la motion du premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui l'emporte, obtenant autour de 60% des votes. Inès Olagaray. Jean-Christophe Cambadélis peut garder le sourire. Au lendemain du vote des militants du Parti socialiste, les résultats partiels donnent sa motion A gagnante à plus de 60%. Je crois que c'est un vote très important pour le Parti socialiste. Parce que c'est un vote à la fois de renouveau, puisque notre motion c'était le renouveau, et c'est un vote de sortie de crise. Un résultat d'autant plus significatif que le taux de participation serait d'environ 55%. Les adhérents du PS devaient départager les 4 motions en lice en vue du congrès de Poitiers début juin. Parmi elles, la motion A, défendue par Jean-Christophe Cambadélis et la majorité du gouvernement, et la motion B, qui réunissait tous les frondeurs du PS. J'ai voté pour la motion A. C'était l'occasion à la fois de dire que, en tout cas dans mon vote, de dire qu'on soutient l'action gouvernementale, mais aussi de dire qu'il y a des choses qui doivent être modulées. Et donc c'est l'occasion d'exprimer ces deux choses. En tout cas, pour moi, j'ai pas du tout la volonté de censurer le gouvernement. Toujours d'après les résultats partiels, la motion B menée par Christian Paul arrive en 2e position avec un score autour des 30%. Je suis consciente surtout sur le fait que le président et le gouvernement sont aujourd'hui en capacité, j'espère, j'y crois, d'entendre ce que les militants socialistes ont envie de faire passer comme message. Vous pouvez voter. Les premiers signataires des motions A et B se soumettront jeudi prochain au vote des militants pour tenter de prendre les rênes du PS. Jean-Christophe Cambadélis espère être élu par les adhérents, lui qui a été nommé au poste de secrétaire du Parti socialiste après le départ d'Harlem Désir pour le gouvernement en 2014. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une foule rassemblée devant le parvis de l'église de Salgar en Colombie. Ce sont les obsèques des victimes du glissement de terrain qui a fait 84 morts il y a 3 jours. Une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. Le président Juan Manuel Santos a rendu hommage aux victimes et aux 700 sinistrés. Le pape aussi, François, a adressé un message de soutien aux 18 000 habitants de cette localité.
Une petite armée d'hommes blancs à pied d'œuvre sur une plage près de Santa Barbara en Californie. Les opérations de nettoyage sur la côte pacifique sont en cours. Environ 400 000 litres de pétrole se sont déversés mardi après la rupture d'un oléoduc. La marée noire s'étend sur 14 km. La compagnie en cause promet de tout faire pour réparer les dégâts dans cette zone très touristique et qui abrite une vie sauvage très riche. La crise des migrants continue en Asie du Sud-Est depuis que la Thaïlande a durci sa politique d'immigration. La Birmanie, pays départ la plupart des migrants, annonce ce vendredi avoir réalisé son premier sauvetage. Plus de 2000 personnes seraient encore retenues en mer par les passeurs. En quelques jours, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie ont accueilli environ 3000 personnes, mais elles ont aussi refoulé plusieurs bateaux. Les Irlandais se rendent aux urnes ce vendredi 22 mai pour se prononcer sur le mariage homosexuel. Les sondages sont nettement en faveur du oui, avec plus de 60% des intentions de vote. Si ces études se vérifient, eh bien ce pays de forte tradition catholique serait le premier au monde à légaliser l'union des couples du même sexe par le biais d'un vote populaire. Le récit de Florence Tomaso. Êtes-vous favorable au mariage entre deux personnes sans distinction de sexe? C'est à cette question que les Irlandais répondent ce vendredi. Plus de 3 millions d'électeurs ont commencé à se rendre aux urnes pour se prononcer sur cette question qui avait enflammé la France, mais qui en Irlande n'a pas suscité autant d'inquiétude. 22 ans après la dépénalisation de l'homosexualité, le pays très conservateur va peut-être rejoindre les 18 autres qui ont déjà légalisé le mariage homosexuel. Je ne peux pas concevoir un monde où ce vote ne passe pas. Je pense que ce sera formidable pour le moral du pays et je pense que ce sera positif en général d'avoir ce changement en Irlande. Pour la première fois, si cela passe, cela signifiera une Irlande où les gens qui se sont sentis discriminés dans le passé se sentiront intégrés à l'égal des autres. Ce sera quelque chose d'important. Les opposants, eux, ont mené une campagne énergique, arguant que le mariage doit unir un homme et une femme, désireux de fonder une famille. D'un coup, on nous dit les hommes et les femmes sont interchangeables. Les mamans et les papas sont interchangeables. C'est très radical. Nous savons tous que les pères et les mères sont différents. Nous sommes en faveur de la diversité. Nous ne disons pas que tout le monde est identique. Nous devons reconnaître la différence, mais ce n'est pas de la discrimination. Soutenus par une église catholique en perte de vitesse depuis les récents scandales liés à la pédophilie, les conservateurs irlandais n'arrivent pas en tête des sondages. Même si l'écart entre les partisans du non et ceux du oui s'est réduit, le oui devrait l'emporter et ouvrir la voie à l'adoption pour les couples gays. On connaît désormais la liste des 27 pays qui participeront ce week-end à la finale de l'Eurovision. Les derniers ont été choisis lors de la seconde demi-finale hier soir à Vienne. Vous le voyez sur ces images. Vienne qui accueille cette 60e édition grâce à la victoire de l'an dernier de Conchita Wurst, l'inoubliable femme à barbe autrichienne. Parmi les 40 pays en lice auront donc été retenus, entre autres, la Lituanie, la Pologne ou la Slovénie. Rendez-vous donc demain soir devant votre petit écran, comme chaque année, depuis 60 ans. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Une explosion dans une mosquée chiite dans la province du Katib, dans l'est de l'Arabie saoudite. Il y a au moins 20 morts et une centaine de blessés. Le bloc du futur qualifie d'injurieux les récentes déclarations de Mohamed Raad, le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, qui a récemment tenu des propos menaçants à l'encontre de responsables proches du courant du futur. Depuis Genève, le président français François Hollande appelle à la préparation d'un nouveau round de négociations pour tenter de trouver une solution politique à la crise syrienne. Et la crise des migrants continue en Asie du Sud-Est. Plus de 2000 personnes seraient encore retenues en mer. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur notre antenne. À demain. Georges